Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour à 17h si vous nous suivez en direct, à la télévision, via vos box. Émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le chiffre d'inflation aux États-Unis pour le mois de septembre, qui est le chiffre du jour, le chiffre de la semaine pour les investisseurs, qui vient compléter la séquence de publication de données qu'on a pu avoir en provenance de l'économie américaine. Je pense notamment aux dernières données relatives au marché du travail qu'on a pu avoir ces derniers jours. Ce chiffre d'inflation a suscité assez peu de réactions de marché, on va le dire comme cela. C'est un chiffre plutôt neutre qui tombe à peu près dans le consensus et ce qui était attendu par les analystes et les économistes. Vous aurez le détail de ces chiffres dans un instant. L'inflation globale aux États-Unis s'établit sur un an en septembre à 2,4%, son plus bas niveau depuis février 2021. L'autre grand enjeu du moment pour l'Europe, pour la France spécifiquement, c'est la présentation du projet de loi de finances, du projet de budget 2025 par le gouvernement de Michel Barnier aujourd'hui. La France face à ses créanciers, des marchés qui restent vigilants toujours face à l'attitude budgétaire et la tentation fiscale française. On notera néanmoins que le spread reste stable tout le temps, toujours à ce stade entre la France et l'Allemagne, autour de 75-80 points de base pour cet écart de taux à 10 ans entre la France et l'Allemagne. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous évoquerons les enjeux de l'intelligence artificielle au sein de l'industrie de la gestion d'actifs, comment bâtir une stratégie IA chez un grand asset manager. Nous serons avec les équipes de LBP Asset Management et le responsable du digital, de la donnée, de l'innovation de LBPM sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés. Nous retrouvons ainsi Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Le chiffre de la semaine est donc sorti tout à l'heure en début d'après-midi. Oui, il s'agit donc de l'inflation américaine du mois de septembre qui ressort supérieure aux attentes à 2,4% sur un an, après 2,5% en août, mais c'est quand même le chiffre le plus bas depuis février 2021. Sur un mois, elle augmente de 0,2%, comme le mois précédent. L'inflation cœur hors alimentation et énergie remonte même à 3,3% sur un an. Un chiffre qui a laissé de marbre les marchés. En tout cas, le marché obligataire est resté globalement stable après la publication de ce chiffre. Oui, le rendement de l'obligation américaine à 10 ans augmente légèrement entre 4,05 et 4,10%. Le rendement de l'obligation à 2 ans est autour de 4%. En Europe, le rendement de l'obligation allemande à 10 ans est autour de 2,30%. Quelles ont été les réactions du côté du marché action après cette publication, Pauline ? Sur les indices actions, Wall Street ouvre en léger repli après cette publication. En Europe, les marchés étaient plutôt moroses en début de journée, une tendance qui s'est maintenue après la publication de l'inflation américaine. Le CAC 40 est en recul aujourd'hui, mais reste au-delà des 7500 points. Et puis toujours côté américain, en lien avec la politique monétaire, les investisseurs ont pris connaissance hier soir du compte-rendu de la dernière réunion de décision de politique monétaire de la Fed des 17 et 18 septembre dernier. Oui, les minutes de la Fed qui rapportaient donc les échanges qui ont conduit à la baisse des taux de 50 points de base le 18 septembre. Ce qu'il en ressort, c'est que plusieurs membres étaient pour une baisse plus modérée de 25 points de base et ont alerté sur les risques d'un assouplissement trop vite, trop fort. Après la publication, les prix de l'or ont un petit peu reculé. Les entreprises qui vont bientôt revenir à la une avec la saison de publication de résultats qui va commencer et déjà des publications et des points d'activité, notamment du côté de Delta Airlines qui prévient d'ailleurs d'un ralentissement à venir de son activité. Oui, la compagnie aérienne publie une prévision de chiffre d'affaires inférieure aux attentes pour le quatrième trimestre, entre 13,9 et 14,2 milliards de dollars à cause de la faible demande de déplacement autour de l'élection présidentielle américaine. Domino's Pizza, toujours aux États-Unis, a publié également ses résultats du troisième trimestre. Oui, et fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de plus de 5% au troisième trimestre et d'un résultat d'exploitation également en hausse de 5%. Par ailleurs, le résultat net recule légèrement. Le titre ouvre en hausse de plus de 1% à Wall Street. Et puis en Europe, Deutsche Telekom a présenté sa feuille de route stratégique 2024-2027 aux investisseurs. Oui, c'est au-delà des attentes des analystes. Les investisseurs saluent cette publication. L'entreprise évoque une croissance du chiffre d'affaires pouvant aller de 4 à 6% par an jusqu'en 2027. Le flux de trésorerie pourra même atteindre 21 milliards d'euros en 3 ans. À Francfort, le titre est en hausse de 2% et s'affiche au plus haut depuis les années 2000. Et donc demain, Pauline, place à la micro.
Oui, ce sera le coup d'envoi de la saison des résultats avec ceux des grandes banques américaines. Côté macro, la deuxième estimation de l'inflation allemande du mois de septembre est attendue et les prix à la production industrielle américaine du mois de septembre également. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Benatia est avec nous, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. À vos côtés, Christophe Dehondt qui nous accompagne également. Bonsoir Christophe. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant obligataire chez CPR Asset Management et Gilles Guibou avec nous également autour de cette table. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable des actions européennes chez AXA IM. Parole à la macroéconomiste Nathalie. Quel commentaire peut-on faire après la publication de ce rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis pour le mois de septembre, dans le sillage des données qu'on a pu avoir ces derniers temps, que ce soit les données d'enquête ou les données relatives au marché du travail qui étaient publiées il y a moins d'une semaine maintenant? Oui, le gros événement de ces derniers jours, c'était effectivement le rapport sur l'emploi, vendredi dernier, avec cette surprise haussière. En ce qui concerne l'inflation, un point ne fait pas une tendance, comme une hirondelle ne fait pas le printemps. Et je pense que les marchés, pour le moment, ont choisi de ne pas changer leur scénario. On a une inflation qui continue à ralentir doucement pour l'inflation pour l'inflation totale, qui s'est stabilisée, voire légèrement augmentée pour l'inflation sous-jacente. Ce qui compte maintenant surtout, c'est la dynamique de court terme. Et honnêtement, dans les éléments de ces données, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir sur cette dynamique de court terme. Mais voilà, encore une fois, c'est plutôt la façon dont le marché digère cette donnée qui est intéressante, plutôt que la donnée en elle-même, qui, encore une fois, ne change pas l'histoire sur l'inflation, de ce ralentissement, de cette cible à 2% qu'on voit au loin, mais qu'on devrait finir par atteindre. Mais en tant qu'économiste, vous êtes d'accord avec cette idée-là? Vous partagez quand même cette vue du marché aujourd'hui, Nathalie? Oui. Honnêtement, on a ce scénario de ralentissement de l'inflation. Alors, encore une fois, ce n'est pas une histoire de la fin de l'année pour ce 2%, c'est une histoire plutôt de la fin de l'année prochaine. Mais c'est la tendance qui est importante, évidemment, sauf choc externe violent sur le cours des matières premières, sur d'autres éléments. Mais les dynamiques économiques, dirons-nous, justifient cette relative confiance. D'ailleurs, les banquiers centraux disent eux-mêmes qu'ils ont confiance. Après, une question qui reste en suspens, c'est quid de l'inflation dans les services ? C'est la question qui a été soulignée par l'OCDE d'ailleurs dans son dernier rapport, qu'on voit se manifester dans les chiffres européens. L'inflation dans les services, elle oscille autour de 4% depuis plusieurs mois. Donc voilà, c'est la question. C'est aussi parfois une inflation qui est plus difficile à mesurer parce qu'il y a des effets de saisonnalité. Typiquement, en début d'année, la hausse des primes d'assurance, souvent, les variations des primes d'assurance en tout cas, etc. Donc là aussi, un peu de volatilité. Mais disons que les composantes de l'inflation, qui sont l'activité, les salaires et le coût de l'énergie, vont normalement dans le bon sens pour les prochains mois. Mais cette inflation dans les services, alors qui reste aussi collante sur la partie américaine, elle reste à des niveaux qui sont une dynamique qui est compatible avec le retour à l'objectif. Alors, il va falloir que cette inflation dans les services commence à diminuer, à ralentir, plus exactement, un peu plus sérieusement. Et ça ne peut pas être immaculé? Immaculé. Normalement, alors immaculé, Non, mais c'est puisque Jérôme Powell de la Fed nous met quand même les yeux sur le marché du travail et sur le chômage aujourd'hui beaucoup plus que dans la période de lutte active contre l'inflation. C'est d'ailleurs assez étonnant. Toutes les phrases les plus marquantes prononcées par Jérôme Powell depuis Jackson Hole, depuis la fin août, c'est vraiment sur le marché du travail. J'en ai noté une. Il nous paraît important de soutenir le marché du travail tant qu'il est solide et pas lorsque les vagues de licenciements ont commencé. Donc une sorte de politique monétaire préventive. En général, quand on employait ce terme, c'était préventive contre l'inflation. Et là, c'est préventive dans l'autre sens. Manifestement, ça a été souligné. D'après les minutes, c'est pas forcément unanime au sein du Conseil. Apparemment, c'est vraiment ça a été, en tout cas cette fois-ci, la volonté de Jérôme Powell. Après, au-delà des discussions sur une réunion précise, il y a quand même de plus en plus de banquiers centraux partout dans le monde, dans le monde développé, qui disent il faut faire attention de ne pas être en
over-tightening, de ne pas avoir des conditions trop restrictives, parce que évidemment, quand l'inflation baisse, par définition, les taux réels augmentent. Et c'est ça le jeu du moment, j'allais dire. Bon, il y a eu une majorité substantielle quand même pour les 50 points de base, mais même parmi les gens qui ont opté pour les 50 points de base, visiblement, on comprend que certains membres aurait tout à fait pu aussi valider une baisse de seulement 25 points de base. Ça montre la nuance et la complexité quand même de la décision du 18 septembre dernier. Alors c'est effectivement. Alors après, moi, il y a juste deux secondes. Une autre déclaration de Jérôme Powell que j'ai bien appréciée. C'était pas Jackson Hole, c'était avant. Il a dit en gros aux économistes, écoutez, on se met dans 10 ans. Et est-ce que dans 10 ans, vous serez capable d'estimer l'effet d'une baisse de 25 centimes sur le cycle économique? Et en cela, il n'a pas tout à fait tort. Lever un peu la tête du guidon, c'est ça, quoi. C'est ce qu'il dit aux économistes. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça, notamment du point de vue du marché et de la réaction de marché assez immédiate, qui est assez neutre, Christophe, aujourd'hui, sur ce chiffre d'inflation, alors qui tombe à peu près dans le consensus, mais tout le monde a remarqué que l'inflation cœur était peut-être un peu au-delà de ce qu'elle aurait dû être ou de ce qu'on espérait qu'elle soit sur cette marque de septembre. Oui, alors la bonne nouvelle, c'est que globalement, ce chiffre donne raison à Jérôme Powell. L'inflation décroît, on passait de 2,5 à 2,4, donc l'inflation globale décroît. Effectivement, l'inflation corps remonte légèrement, c'est 10 BP, donc c'est pas énorme. En revanche, si on regarde les composantes, l'inflation sur le logement est plutôt neutre dans cette remontée de l'inflation corps. Comprends. Ça n'est plus lié au coût du logement et associé, quoi. Exactement. Donc là, c'est la bonne nouvelle, c'est que la composante logement pèse pour à peu près 40% dans le corps PCE. Et ça ne va pas faire monter trop le corps PCE. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est l'indicateur des prix que regarde la Fed. Ouais. Ça, c'était le premier point. Donc réaction plutôt neutre des marchés, d'autant plus qu'on a eu les jobless claims, donc les allocations chômage, qui, elles, sont sorties un peu au-dessus du fait de l'ouragan. Enfin, voilà, 258 000, c'est ça, on est exactement, un peu au-delà des normes habituelles, hebdomadaires. Comme la Fed, l'a dit Nathalie, regarde plutôt maintenant le marché de l'emploi. On s'est fait peur début août. Il faut se souvenir que début août, le marché avait eu peur avec la Sam Rule, la fameuse Sam Rule, où en fait le taux de chômage était monté au-dessus. Exactement. Ouais. Donc, je pense que la Fed avait acté ces 50 BP en se disant, si jamais le marché de l'emploi se dégrade, il faudra à nouveau agir. Donc, c'était plus 50 BP pour stabiliser l'économie. C'est-à-dire, voilà, on va faire 50 BP, on verra ensuite. Donc, en fait, le marché, quand il a eu ces chiffres aujourd'hui d'inflation et de jobless, il a dit, bon, OK, globalement, ça ne change pas le scénario. Et quand on regarde ce qui est projeté pour les prochains FOMC, globalement, il n'y a pas eu de changement, quoi. D'ici la fin de l'année, il y a toujours 2 baisses de pricé sur la Fed, 2 baisses de 25 BP. Je précise parce qu'à un moment donné, il y avait une baisse de 50 pricé. Oui. Hein. Donc, le marché est convaincu que la Fed va revenir assez vite à 25 BP. Après ce premier pas de 50. C'est ce qui est pricé aujourd'hui. Donc, voilà. Après, ça peut bouger très rapidement parce que la semaine dernière, on était à 50 BP sur novembre. On l'a vu une semaine avant le dernier FOMC. Oui. Voilà. Et de ce fait-là, la réaction est assez neutre et les anticipations, même pour début d'année prochaine, n'ont pas tellement bougé. Donc, on est plutôt stable sur les prévisions de baisse de taux, de la part des marchés de la Fed. Chiffre qui ne change pas la donne. Effectivement, comment on explique le mouvement de la courbe américaine, notamment depuis le pas de 50 du 18 septembre dernier, Christophe, on avait quand même l'idée d'une courbe américaine qui se repentifiait. Et là, on a plutôt vu, depuis 3 semaines maintenant, un mouvement de réaplatissement de la courbe de taux américaine. La pontification d'une courbe des taux est normale dans une période de baisse de taux directeur. Donc à chaque fois, quand on regarde les cycles de baisse de taux... Les taux courts baissent. Les taux courts baissent plus vite que les taux longs. Là, depuis qu'on a eu le rapport sur l'emploi la semaine dernière, qui était plutôt meilleur qu'attendu, on a enlevé une baisse de taux. D'ailleurs, le taux 2 ans a plus souffert que le taux 10 ans. Ils sont remontés plus rapidement. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on a une courbe américaine avec des taux 2 ans à 4% et des taux 10 ans à 4,05%. Donc voilà, la courbe est un peu revenue. Mais globalement, si on reprice des futures baisses de taux, on devrait avoir une poursuite de cette pontification de la courbe. D'accord. Ça reste pour vous un mouvement, un mouvement tendanciel quand même. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, Gilles, qu'est-ce qui vous intéresse dans ces histoires de politique monétaire, à commencer par les États-Unis? Parce que derrière la Fed, évidemment, c'est quand même très vite la question de la BCE. Si la Fed est confortable, après 50 BP de baisse de taux pour revenir à 25 tranquillement, sans urgence, qu'en est-il du côté européen? Sans vouloir jouer les Cassandres,
en étant gérant action, on est obligé d'être optimiste. Hein. On achète les résultats futurs, donc c'est un peu la différence avec les gérants. Généralement, c'est la nature des gérants actions. Mais sans vouloir jouer Cassandre, je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'on a eu une baisse de 50 bips qui n'était pas attendue. On a eu un plan chinois qu'on n'attendait pas. Et là, maintenant, on nous dit que la Banque Centrale Européenne pourrait baisser ses taux dès le mois d'octobre, là où on attendait plutôt un peu plus tard dans l'année. Alors, sans penser que les actions sont concertées, elles sont pour le moins concomitantes. Il y a une pression. Cette concomitance, pour moi, elle peut s'expliquer en partie, sans doute, par un ralentissement qui est d'une certaine manière plus marqué qu'attendu. Alors, en Chine, ça paraît évident. Oui. Aux États-Unis, quand on regarde les chiffres d'activité, moi, je ne suis pas économiste, mais je suis toujours très surpris quand je regarde les statistiques américaines parce qu'elles sortent très vite, mais en fait, elles sont très vite corrigées derrière et généralement dans le sens opposé. Donc, je n'ai pas la finesse de lecture, mais donc je suis toujours un peu surpris quand je vois ça. Donc, c'est vrai que là, on a vu une croissance américaine qui avait été révisée à la hausse, mais quand on regarde les résultats d'entreprise ou les messages, ils sont assez mixtes. À la fin du premier semestre, on avait eu pas mal de sociétés de consommation qui avaient quand même fait état de forts ralentissements. Le pricing power n'est plus là. Voilà. Il n'y a plus la capacité à monter les prix comme ça a pu être le cas. Quand on regarde sur le segment de l'auto, c'est pas brillant non plus. Non. Au-delà des déboires de Stellantis spécifiquement, mais quand on regarde, donc il y a quand même un consommateur qui est attaqué et c'est quand même une grosse composante du PIB américain. Donc certes, la bourse est au plus haut, c'est un effet richesse, c'est très bien. Et en Europe, quand on voit l'Allemagne qui, a priori, repart en récession ou va rester en récession, il y a quand même une situation qui reste pour le moins compliquée. Et ça, c'est avant de se dire qu'est-ce qui se passe dans 3 semaines. Ouais. Donc, quand je regarde le marché action, aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que il faut surtout se mettre dans une position de pouvoir traverser cette période d'incertitude. C'est comme quand on est sur un bateau, on est face à... je ne sais pas si c'est... On sait qu'on a potentiellement une zone de turbulence devant nous, qu'on va devoir la traverser, et donc comment on fait? Et on ne sait pas dans quel sens ça va partir. Donc, on réduit un peu la voilure. On réduit un peu la voilure et on prend des positions qui sont peut-être un peu plus sûres. Est-ce que pour autant on fait demi-tour, c'est-à-dire qu'on sort du marché? Pas nécessairement. Non. Parce que si jamais ça se dégage, on est payé pour être investi en action, et donc il faut qu'on reste investi. Donc le marché, le schéma de marché de voir par exemple des secteurs défensifs revenir sur le devant de la scène, ça paraît tout à fait légitime et cohérent avec... Et on s'aperçoit que c'est les secteurs sentiment en tout cas. Ce qui avait fonctionné en août et ce qui exactement n'a pas fonctionné en septembre, et on a des rotations qui sont ultra violentes. Ouais. Donc sauf à changer de métier et à devenir trader... Ouais. Et pourquoi pas, hein. Non, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne gère plus un portefeuille, on va gérer 10 positions et on va passer notre temps à trader sur ces positions en fonction des news et des nouvelles le matin. On va prendre le journal et puis on va passer notre temps. Voilà. Quand on est gérant de portefeuille et qu'on doit investir à un horizon 5 ans, on s'accommode du bruit ambiant, mais on est quand même obligé de se fixer un horizon qui va au-delà des inconnus de court terme. Et donc, à quoi on se raccroche? À court terme, sur... Là où on a un peu plus de certitude, un peu plus de visibilité, ça peut être parce qu'il y a des sociétés qui arrivent à s'affranchir un peu de l'environnement ambiant parce qu'elles sont dans des plans de restructuration et donc, quelque part, même s'il n'y a pas de croissance de chiffre d'affaires à court terme, il y a une histoire spécifique. Ça peut être parce qu'on est sur un secteur plus défensif, la pharma, ou parce qu'on est arrimé à un trend puissant qui permet d'entrevoir des perspectives pour le moyen terme. Et le fait est, c'est que, alors c'est un peu moins à la mode les gestions thématiques, mais les gestions thématiques, c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est que c'est difficile de trouver, de savoir où est ce qui fait monter les cours de bourse, c'est la croissance des IPS. C'est plus facile de croître quand on est exposé à des thématiques long terme, bien sûr. Bon, et il y a quand même quelques thématiques qui restent fortes dans ce marché. Ça fait plusieurs fois qu'on évoque la thématique de l'électrification. Je suis quand même assez surpris de voir qu'aujourd'hui, sur le S&P, la première performance depuis le début de l'année, c'est plus Nvidia. Eh oui, alors c'est Vistra. C'est Vistra. Voilà. C'est quoi?
c'est une utilities. Si on m'avait dit un jour qu'une utilities pouvait faire 200%, j'aurais sans doute pas cru. Parce qu'elle fait de l'énergie décarbonée, notamment du nucléaire, Voilà. et qu'on a vu des grands groupes technologiques, Microsoft ou d'autres, nouer des accords. On a même rouvert Three Mile Island pour alimenter Microsoft en énergie. Donc là, c'est Constellation Energy. Mais Donc, Vistra, voilà, c'est ça. Donc, ce Bien vu, trend-là, excellent point. il est ultra puissant. Ouais. Il va nécessiter des investissements sur sans doute plusieurs décennies. Les transformations de l'économie vers l'électrification, mais vers l'intelligence artificielle. Un chiffre simple. Un data center pour l'intelligence artificielle, c'est une consommation 5 fois supérieure à un data center classique. Depuis 20 ans, on avait une consommation électrique qui baissait. La consommation électrique, elle va repartir à la hausse. Elle est attendue à la hausse. Si on regarde l'AIEA, je crois que c'est 30 à 40% d'ici à 2050. Et les utilities en Europe en profitent. Enfin, le marché paye les utilities aujourd'hui. Ce qui est assez surprenant, dans un contexte budgétaire où la tentation fiscale est partout, permanente, et on sait que c'est le genre de groupe qui sont des moutons faciles à attendre pour des gouvernements un peu à bout de souffle, quoi. Alors, c'est des moutons faciles à tondre, sauf que, et c'est un point qu'on avait déjà évoqué ensemble, sauf quand ils ont besoin d'investir, sauf que quand on a besoin d'investissement. C'était Iberdrola. C'était Iberdrola en Espagne. Si vous continuez avec vos taxes permanentes, et en fait, je peux aller investir au UK, je peux investir aux US. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont enlevé la taxe. Donc aujourd'hui, on est dans un moment où les services aux collectivités n'ont jamais eu une telle puissance de négociation. Est-ce qu'ils vont obtenir tout ? Certainement pas. Mais en tout cas, ça permet sans doute de pouvoir envisager un investissement qui est presque un investissement obligataire. C'est j'investis pour faire croître ma base d'actifs, et aujourd'hui le taux de croissance de la base d'actifs il va être entre 7 et 15%, on va dire 10%, et j'ai une rémunération là-dessus. Ce qui me permet de verser un dividende qui va être de l'ordre de 4%. Et ce qui est marrant, c'est que si on regarde le côté obligataire de ces sociétés-là, je prends un Terna en Italie, quand ils vont émettre un bond, généralement c'est un green bond, ils vont émettre à 3%. Ouais. Ah ouais. Donc on a une action qui rend du 4%, D'accord. et avec une base d'actifs qui croît à 10%. Et normalement, le cours de bourse, il suit la croissance de la base d'actifs. Donc on a des... Encore une fois, ça fait pas rêver. Je suis pas sûr que ça permette d'avoir les returns de Vistra. Ouais. Mais néanmoins... Mais ça fait quand même un bon job quand on gère un portefeuille, quoi. Et quand on est dans ce genre de période, je trouve que c'est un bon élément. Après, voilà. Et après, on peut bien sûr rajouter la partie technologie, mais qui va être un peu plus soumise plus de volatilité, de sensibilité au marché. Ok, très clair. Sur l'Europe, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade, Nathalie ? Alors, on évoquait la partie américaine, la Fed, et puis il y a évidemment la question de politique monétaire pour la Banque Centrale Européenne. Il y a aussi les questions budgétaires telles qu'elles se posent aujourd'hui pour des gouvernements. Bien sûr, on pense à la France, mais encore une fois, traversons la Manche. Je crois qu'il y a la question fiscale est aussi présente au UK, et j'imagine que les exemples peuvent se multiplier de ce point de vue-là, Nathalie. Qu'est-ce que vous attendez déjà de la BCE là, à ce stade ? Alors la BCE, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que les politiques monétaires ont repris leur job description, et la Fed s'est dit tiens, j'ai un double mandat, il y a l'emploi. Tiens, parler de l'emploi. Et la BCE, ce que Christine Lagarde a dit mon mandat, c'est l'inflation. Les chiffres d'inflation ont agréablement surpris, et donc Christine Lagarde a dit devant le Parlement européen qu'il en serait tenu compte lors de la réunion de politique monétaire de la semaine prochaine, d'octobre. Donc ça, c'est déjà assez intéressant, finalement, cette différence d'approche, et puis cette volonté qui rejoint ce que vous disiez, peut-être de banques centrales qui ont envie de relâcher un peu la pression. Sachant que il reste de la marge. 3,5, c'est pas un taux neutre, c'est pas un taux accommodant en Europe. Et le niveau. On n'est pas encore dans une zone où on se demanderait est-ce que je suis pas en train de relancer l'inflation, quoi. On n'est pas encore dans une zone où on se dit où on a besoin de se poser la question, ou en tout cas de répondre à cette question, où est mon taux neutre ? J'entends. Et d'ailleurs, les banquiers centraux ne cherchent pas trop à y répondre et un peu à noyer le poisson en ce moment. Ceci dit, c'est un peu toujours la même histoire qu'on peut dire à propos de beaucoup de choses. On sait que c'est une bulle quand elle éclate, on sait qu'on est au taux neutre quand on y est. Oui, c'est a posteriori qu'on le découvre. Voilà. Oui.
C'est du Donc, processus de octobre, découverte. ça semble être un done deal pour la Banque Centrale Européenne. Est-ce que d'accélérer un peu le rythme, en restant sur des pas de 25, mais de passer plutôt que d'une baisse tous les trimestres, de passer à une baisse toutes les 6 semaines, chaque meeting, est-ce que ça suffit pour l'instant à accompagner le mouvement de désinflation en Europe et la morosité économique qui va derrière, Nathalie? Ça suffira probablement parce que c'est l'idée aussi d'y aller graduellement. En gros, dans le comité de la Banque Centrale Européenne, il y avait les faucons qui disaient « attention, inflation ». Il y avait les colombes qui disaient « mais bon, ça va mieux ». Et les faucons se sont mis à dire « bon, d'accord, inflation, mais il faut faire attention ». D'accord. Ils ont mis un peu d'eau dans leur vin à ce stade. L'évolution très très nette. Les colombes continuent à dire « il faut baisser parce que l'Allemagne, parce que les indicateurs, etc. etc. ». Comment le marché regarde la BCE aujourd'hui, Christophe? Est-ce que le marché se dit que, parce que l'historique de la Banque Centrale Européenne est celui d'une banque centrale structurellement au quiche, on va le dire comme ça, mais est-ce que le marché s'inquiète que la BCE soit un moment en retard, pas assez agressive, trop timorée? Ou est-ce que le marché est en ligne avec ce que la BCE nous guide, nous apporte comme guidance aujourd'hui? La bonne nouvelle, c'est que l'inflation en zone euro est passée sous les 2%. Oui, alors jusqu'où c'est une bonne nouvelle, parce que... non, mais ça veut dire... Un 8, c'est encore une bonne nouvelle. Si c'est un 7 demain... Voilà. Le risque, c'était effectivement que la BCE se dise « ah ben non, je ne suis pas à ma target, maintenant elle y est ». Ah oui. Et l'année prochaine, début d'année prochaine, on va rester sous les 2% pendant un certain temps. On va être sous l'objectif pendant plusieurs mois encore, là. On l'a évoqué, les PMI en Allemagne, les PMI en zone euro, tout ce qui est indicateur d'activité sont en train de baisser. Donc il faut agir. Et suite aux chiffres de la semaine dernière, les anticipations de baisse de taux sur la BCE montrent maintenant une baisse de 25 points de base sur octobre et une baisse de 25 points de base sur décembre, ce qu'on n'avait pas tout à fait avant. Donc le marché a corrigé. Et il s'attend globalement sur les 4 prochains meetings de début d'année 2025 à 3 baisses de taux. À un moment donné, avant les chiffres de l'emploi américain, on était sur 4 baisses de taux. Une baisse à chaque meeting l'année prochaine sur la BCE. Donc, globalement, voilà, le marché attend des baisses de la BCE. La BCE a l'air de dire, OK, octobre, c'est done deal. Donc, je pense que décembre, ce sera la même chose. Et c'est plutôt une bonne nouvelle quand on regarde effectivement l'activité qui décroît, les PMI qui sont sortis sous les 50. L'inflation qui est maintenant dans la zone en dessous de 2%. Donc il faut que la BCE agisse, oui. Est-ce que la balance des risques peut évoluer au point qu'on se demande à un moment si la Banque Centrale Européenne n'aurait pas intérêt à faire un pas de 50, par exemple? Est-ce que c'est ça le risque du scénario, le risque principal du scénario central que vous avez décrit? Je pense pas à un pas de 50, mais sauf si vraiment il y avait une situation... Ça, ce serait une mauvaise baisse de taux. Disons qu'on anticipe, nous, chez CPR, on a un scénario de risque qui est à hauteur de 20% de probabilité, mais qui dit, voilà, si la situation se dégrade plus rapidement, on peut avoir effectivement 75 BP d'ici la fin d'année. Alors, je ne sais pas si c'est 25 et 50 ou 50 et 25. Et ça, c'est un scénario de risque, 20% de probabilité, Exactement. vous dites aujourd'hui. D'accord. Exactement. Donc, une macro qui baisserait plus vite que prévu, une Chine peut-être qui ne se relancerait pas autant que ce qu'on imagine, etc. Enfin, ça peut venir de... Après la Chine, est-ce que ça va être positif, le fait qu'ils décident de monter, de monter des taxes sur les produits, parce que l'Europe veut mettre des taxes sur les voitures chinoises, et par répression, la Chine décide de mettre des taxes sur les produits européens. Donc au final, on va faire de la taxflation. La taxflation. Oui. Ah oui. J'avais jamais entendu celle-là. C'est bien, je la garde, je la note, je la garde. Mais oui, entre l'Europe et la Chine, là, entre le plan de soutien chinois, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, pour des entreprises européennes qui restent malgré tout exposées à la Chine, Gilles? Et puis j'allais dire, entre guillemets, le revers de la médaille, c'est-à-dire que le ton commercial monte quand même entre les deux zones. Est-ce qu'on rentre là dans une dimension un peu plus agressive sur la partie commerciale? Peut-être pas jusqu'à aller à ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine aujourd'hui, où on veut une séparation la plus nette possible, mais quelque chose d'un peu plus dur que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Alors, l'annonce du plan, c'est certainement une bonne nouvelle. Maintenant, je pense qu'il est urgent d'attendre de voir ce que ça va produire comme effet. Il ne faut pas trop anticiper, vous dites? Alors, je pense qu'il y a eu un mouvement de rachat de short. Ça, d'accord. Mais... de là à aller regarder le comportement des ventes sur la Golden Week en ce moment en Chine, je pense qu'il est beaucoup trop tôt. On n'est pas du tout dans les plans chinois d'il y a 10 ans où on décidait de mettre de l'argent, on construisait des immeubles et on construisait des autoroutes où on avait une action directe.
on est dans une action qui est beaucoup plus indirecte, où il faut recréer un climat de confiance. Ouais. Grâce à une stabilisation et à un apurement du marché de l'immobilier, grâce à la mise en place potentiellement d'un système de retraite dans un pays qui vieillit. Sécurité sociale, oui, bien sûr. Tous les points structurels sont sur la table. Qu'on va relancer la machine. On pourrait avoir exactement un schéma où on remet de l'argent, il y a du chômage des jeunes, et en fait, on va développer l'épargne. Simplement parce qu'il y a un comportement d'attente. De thésaurisation. Oui, il y a déjà un taux d'épargne très élevé, bien sûr. Donc ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché, mais ça veut dire qu'il est urgent d'attendre. J'entends. Maintenant, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe ? Oui, c'est une bonne nouvelle, parce que, encore une fois, les sociétés européennes, elles sont exposées au marché chinois, donc avoir la possibilité d'un plan qui fasse repartir la Chine, c'est nécessairement une bonne nouvelle. Maintenant, il est trop tôt pour, à mon sens. Une bonne nouvelle pour quel type d'entreprise ? Parce qu'on a vu évidemment en première ligne le luxe, c'est j'allais dire le truc un peu pavlovien de se dire si la Chine relance, il faut que j'achète du LVMH. J'ai pas eu l'impression que ça a beaucoup duré. Ça a été très violent là aussi pour des valeurs qui avaient parfois perdu jusqu'à 20% et plus. Je pense que le luxe c'est un peu caricatural. D'accord. Voilà. Ça c'est une caricature. Ça peut être des produits. Une société comme Seb aujourd'hui, c'est des biens de consommation en Chine, c'est du support. Donc on peut aller les chercher un peu plus loin dans la cote. Bien sûr, il y a des sociétés de luxe, mais il y a aussi du L'Oréal. C'est pas que du luxe. Aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui le mass market représente quasiment autant que le luxe pour eux en Chine. Pour L'Oréal. Ouais. Donc, j'allais dire, pour le marché de l'auto, ça risque d'être nécessairement plus compliqué. Et là, on peut pas ne pas en dire un mot pour l'Allemagne. C'est qu'effectivement, on pourrait se dire c'est bien pour l'Allemagne. La réalité, c'est qu'on a un modèle allemand qui était assis sur du gaz pas cher pour aller vendre des produits à des Chinois, que ce soit de l'industrie, des cap goods ou des voitures. Les Chinois ont appris à faire des cap goods et appris à faire des voitures. Donc, il y a quand même sans doute un modèle allemand à repenser. Donc, c'est là où c'est un peu plus compliqué peut-être mais néanmoins, ce qu'on a vu, alors en plus, à la faveur des incertitudes sur le budget français, c'est que sur le mois dernier, l'Allemagne a très fortement rebondi après l'annonce du plan chinois, alors que la France avait plutôt tendance à perdre. On avait nos vents contraires. Voilà. Donc il y a ce type d'arbitrage qui se fait encore. Je ne suis pas sûr qu'il soit toujours légitime. Maintenant, on peut pas les... Sur l'auto, vous dites quoi spécifiquement là ? Alors que ce soit value, il n'y a pas de doute. Deep value, sans doute. Est-ce que c'est dead money ? Ou est-ce qu'à un moment, il faudra quand même se poser la question, pour des investisseurs qui regardent la valorisation des entreprises, de se dire, tiens, il y a peut-être encore quelque chose de résiduel intéressant quand même. On met Ferrari de côté. L'auto n'a jamais été cher. Oui. Le PE moyen sur 25 ans de Peugeot, c'est 3. Oui. Donc aujourd'hui, on y est revenu. La différence, c'est qu'avant, ils ne faisaient pas de marge ou 3% de marge. Aujourd'hui, ils en font 5. Donc on pourrait se dire... alors, peut-être qu'ils vont réviser, c'est peut-être un peu plus parce qu'ils viennent de réviser à la baisse, mais le sujet, c'est qu'on a eu pendant 10 ans, quand je regarde, quand j'ai commencé moi en 95 à travailler, pendant 10 ans, on avait un marché mondial automobile qui était sur 60 millions de véhicules. On a eu l'arrivée de la Chine qui fait que le marché mondial, il est passé de 60 à 90 millions. Le marché automobile mondial aujourd'hui, il est à peu près stable. Alors on va voir avec l'Inde, on va peut-être monter un moment un peu plus. Mais on a un marché de substitution. Les gens sont équipés, donc on va peut-être un petit peu. Donc on est un marché de substitution. Et en fait, le marché de l'auto, ça a toujours été un marché où en réalité, il fallait aller prendre des parts de marché grâce aux nouveaux produits. Donc on va rester dans ce marché-là. On a eu une période de 10 ans, on l'avait oublié, qui était une période de croissance. Oui, bien sûr. Mais le secteur de l'auto, c'est un secteur industriel. Là, le périmètre est fini, quoi. Donc le périmètre, il est fini. Et donc je pense qu'on revient dans les modèles pré-2006, pré-émergence de la Chine, et donc il faut trouver. Donc, est-ce que Peugeot est mort ? La réponse est je ne pense pas, d'autant que ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a un marché qui effectivement a grossi, des nouveaux players, les Chinois, qui arrivent avec des structures de coûts qui sont bien plus basses, et que le seul qui a pris la mesure de ça, c'est Tavares. C'est Tavares. Alors, ça ne fait pas plaisir, c'est compliqué, c'est brutal, mais c'est le seul. Il a été acheté un concurrent chinois pour pouvoir offrir. Quand on entend les syndicats allemands qui disent ouais, mais c'est pas à nous de payer, parce que je comprends leur réaction, quoi, et elle est légitime. Mais la réalité du marché, c'est que si vous regardez aujourd'hui les pubs pour BYD, pour 35 000 €, vous avez une voiture qui ressemble quasiment à un Cayenne, en tout électrique. Ça va être compliqué.
Sur la Chine, sur le plan macro, qu'est-ce que vous attendez des mesures, Nathalie, pour l'économie chinoise, mais aussi peut-être par répercussion? Est-ce qu'il y a des effets d'entraînement à attendre sur le reste du monde et pour nous en Europe, notamment via l'Allemagne, évidemment? Effectivement, ça a été très bien dit. Il est vraisemblable que ce plan, qui est important, notamment sur les aspects monétaires, les baisses de taux sont importantes, 50 points de base sur le taux de réserve obligatoire, c'est beaucoup. Annoncer qu'on va continuer, c'est beaucoup. Donc ça peut être c'est un whatever it takes moment un peu de ce point de vue-là. Un petit peu, oui, un absolument. D'accord. Donc l'idée, c'est de se débrouiller pour faire les 5% de croissance cette année, sinon ce sera pas bien vu. Après, c'est qu'est-ce qui se passe l'an prochain? Effectivement, ça dépend beaucoup de la confiance des consommateurs. Et puis, est-ce qu'on change un petit peu la façon justement de donner des lignes directrices en termes de politique économique? On peut imaginer que cet objectif fixe du PIB de 5%, il devienne un intervalle de croissance, il devienne quelque chose d'un peu plus fluctuant, parce que c'est vrai que dans l'ampleur de l'annonce, dans la rapidité, normalement le Politburo de cette saison n'est pas destiné à faire des annonces en termes de politique. Dans la rapidité, on sent quand même que quelque part, quelque chose urgeait et qu'il fallait réagir, quoi. Panique, peut-être que le mot est un peu fort. Voilà, mais sentiment qu'il ne fallait pas attendre. Quoi. Et d'ailleurs, la réaction des marchés, alors effectivement, des rachats de short, mais le fait que finalement ces annonces aient eu un effet sur les actions chinoises, que les annonces qui avaient été distillées un peu mollement auparavant n'avaient pas eu. Donc c'est quelque chose qui reste à surveiller, mais qui est pas forcément qui ne signera pas forcément le grand retour de la Chine. En tout cas, tant que ce boulet. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, dans la stratégie européenne, il ne faut pas compter là-dessus. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se dire on va avoir un vent conjoncturel porteur parce que la Chine relance. Alors, c'est toujours mieux. Et d'ailleurs, toujours mieux. On parlait des enquêtes PMI. C'est vrai que si on regarde le secteur manufacturier dans les grands pays développés, tout est. De toute façon, c'est le grand écart. Service, PMI, manufacturier. Mais au-delà de ce grand écart, on a l'impression de se dire le manufacturier, c'est mort, c'est fini. C'est mort. Si on regarde le manufacturier dans les pays émergents, dans les économies émergentes, c'est pas la même histoire. Alors, c'est la même histoire en Pologne. Il y a des pays qui sont très dépendants de l'Allemagne. Si on regarde ce qui se passe en Asie, on a des indicateurs qui sont plutôt verts, parce qu'il y a toujours cette demande pour les semi-conducteurs et sans doute pour d'autres choses. Donc, et de ce point de vue-là, effectivement, ça peut aider à ce que cette dynamique manufacturière se consolide un petit peu. Si on évoque un peu les stratégies d'investissement pour la partie obligataire, crédit, Christophe, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui va changer avec l'idée quand même que les taux directeurs des banques centrales vont encore baisser un peu devant nous? On se posera la question à un moment de savoir jusqu'où ils vont baisser, mais là il y a encore des baisses de taux faciles, si je comprends. Est-ce que déjà ça fait évoluer les stratégies d'investissement et est-ce que les intérêts des clients aussi sont un peu différents aujourd'hui? Les intérêts des clients étaient présents parce que les taux étaient assez élevés en début d'année, donc on a bien vu sur la partie, aussi bien sur les émissions, sur la partie investment grade que sur la partie high yield, le segment plus spéculatif. On a vu effectivement beaucoup d'émissions de la part des entreprises de façon à pouvoir répondre à la demande du marché, parce que la demande était très forte pour aller capter les niveaux de taux, les niveaux de spread. Et c'était un bon moment pour émettre. Même si on se refinançait à des taux plus élevés, il y avait une demande tellement importante que c'était un bon moment pour le faire. Surtout qu'il y a eu quelques années où c'était plus compliqué avec les années Covid, donc là ça permettait d'émettre avec une belle demande. À chaque fois les bid to cover étaient au-dessus de 3, donc globalement la demande est là, les flux sont là aussi sur la partie crédit, donc on voit qu'il y a des flux entrants en continu et à chaque nouvelle émission il y a du monde. Exactement. Donc aujourd'hui, en plus la conjoncture reste plutôt favorable, on est encore en croissance, les fondamentaux sont bons pour les entreprises, donc au final la partie crédit, on l'a bien vu cette année, même si les taux sont globalement stables par rapport au début d'année, on a quand même des performances sur le segment obligataire qui sont de l'ordre de 4% ou voire plus. Donc globalement, c'est plutôt une bonne action d'avoir mis sur l'obligataire en début d'année. Nous, on continue de penser que l'obligataire va rester plutôt porteur avec les baisses de taux à venir. On pense que maintenant, effectivement, il y a un peu de volatilité et on arrive à la fin d'année. Fin d'année, c'est souvent la réduction des enveloppes de risque parce que il y a la fermeture des books. Donc globalement, ça devrait être encore porteur pour les prochains mois jusqu'à la fin d'année, cet environnement obligataire. Après, on a des incertitudes. On a vu la Fed qui maintenant va être data dépendante, mais alors quasiment aux chiffres près. À chaque fois qu'on aura un chiffre, on va voir ces réactions de marché qui vont être très violentes.
Ça, c'est pas forcément bon parce que ça va générer de la volatilité sur les marchés. Donc s'il y a de la volatilité, vous réduisez votre enveloppe de risque, surtout en fin d'année. La Fed n'a pas réduit l'incertitude de ce point de vue, ou pas réduit la volatilité de ces marchés de ce point de vue-là. Voilà, si maintenant ils sont dépendants des chiffres et macro, parce que lorsqu'à l'annonce, on va baisser de 25 BP à chaque meeting pendant les 6 prochains meetings, c'est beaucoup plus facile que de dire maintenant on attend de voir le prochain chiffre de l'emploi, le prochain chiffre d'inflation avant de se décider pour baisser ou pas. Et on le voit bien, dans les anticipations de marché, ça a été très violent ces 3-4 dernières semaines. Donc, il y aura plus de volatilité, ça va devenir plus compliqué, donc il faut rester mobile, mais globalement, l'univers obligataire est plutôt porteur dans cet environnement où on cherche un peu de la qualité, voilà, les risques sont moindres sur cet univers-là. On a envie de jouer ça à travers des stratégies vraiment de pur rendement, de buy and hold. Ou est-ce que l'idée d'avoir des stratégies plus flexibles aujourd'hui est peut-être aussi intéressante? Buy and hold, oui, parce qu'en fait, on peut aller capter des... D'accord. Verrouiller les taux, verrouiller les rendements, ça reste encore des bonnes idées, des bonnes stratégies là, pour des horizons 3, 4, 5 ans. Quoi. Exactement, ça reste une bonne stratégie, d'autant que maintenant vous avez quand même des niveaux de taux qui sont amenés encore à baisser, donc avoir il y aura un peu de plus-value en plus. Exactement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont être favorables au niveau croissance. Les fondamentaux sont beaux. Il y a la relance en Chine, même si l'Europe va peut-être pas en bénéficier énormément. Elle va en bénéficier. La baisse de taux des banques centrales. Et puis voilà, on reste quand même dans une période de croissance. Donc l'environnement est porteur. Nous, on aime bien donc la partie du bas IG. Donc voilà. Et plutôt les secteurs qui sont moins cycliques. Donc, d'accord. Voilà, là aussi, défensif. On retrouve une convergence avec le point de vue action de ce point de vue-là. Sur les actions, est-ce que c'est intéressant quand même de changer un peu de taille d'entreprise? C'est-à-dire le marché a été très focalisé sur les méga caps et même dans les méga caps, le groupe des 7 aux États-Unis. Visiblement, quand on fait les comptes à l'issue du 3e trimestre, les choses se sont un peu plus diffusées. Est-ce que stratégiquement, là, ça vaut le coup quand même d'aller chercher des tailles d'entreprises de capitalisation boursière un peu plus petites? Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de patrons de petites entreprises ou d'actionnaires majoritaires qui ont répondu à cette question, puis ils ont choisi de délister. Parce que les cours étaient effectivement relativement bas. La question de la petite entreprise, elle se pose sur la capacité à pouvoir tenir la pause. Est-ce que je peux faire face à des potentiels rachats dans un marché qui est peu liquide ? Et si la réponse est oui, je pense que ça vaut le coup. On a des valorisations qui sont aujourd'hui effectivement relativement attractives. Mais ça devient une question de liquidité structurelle. Après, il faut regarder, il faut faire son choix. Mais c'est. Je ne parle pas de micro-cap. Je parle d'entreprises qui peuvent avoir des capitales de plusieurs milliards d'euros quand même. Alors, d'abord, on s'aperçoit que sur le 3e trimestre, les small caps n'ont plus sous-performé par rapport aux large caps. Exact. Mais c'est quand même, quand il y a des événements de liquidité ou d'incertitude, on voit que généralement, on est soumis, pas forcément à la liquidité de son propre fonds, de ses propres besoins, mais on est aussi soumis à la liquidité des concurrents. Des autres, oui, si effectivement j'ai un concurrent qui a des rachats qui vend la position que j'ai, si je ne suis pas en mesure de racheter ses positions, finalement il va faire de la sèche. Donc c'est important à garder en tête dans la construction de portefeuille, de se dire il faut pouvoir gérer cette liquidité. Maintenant, oui, il y a des choses à faire. À très court terme, vu qu'on était dans une phase où normalement, ça aurait dû être positif pour les small caps, puisqu'on a les taux qui baissent et donc ça baisse leur coût de financement. La question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi on baisse les taux ? Est-ce qu'on baisse les taux parce que... Pour des bonnes raisons ? Pour des bonnes raisons, c'est l'inflation qui baisse. Ou est-ce qu'on baisse un peu plus vite parce qu'en réalité, c'est l'économie qui ralentit ? Ça changera peut-être demain, on verra. Et là, on se pose un peu la question. Mais si c'est l'économie qui ralentit, pour les petites sociétés, c'est la question en fait de la capacité à retenir les résultats qui se pose. Et donc, je pense que c'est important de regarder. C'est la nature des baisses des taux qui fait qu'on reviendra ou pas sur ces segments-là. Et donc, la publication des résultats va être intéressante, mais voilà, en tout état de cause, il y a des opportunités dans les small caps et on le voit au travers des nombreux rachats qu'on a déjà eus. Dernière sortie en date annoncée, celle de Esker par exemple sur le marché français. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nathalie Benatia, BNP Paribas Asset Management, Christophe Dehondt, CPR AM et Gilles Guibou, AXA IM. Le dernier
dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un thème industriel au cœur de la gestion d'actifs. Comment bâtir une stratégie IA? Nous en parlons avec Patrick Pensier, responsable data, digital, innovation de LBP AM. Bonsoir Patrick. Bonsoir, merci d'être là. Oui, la question c'est comment on se forge une conviction sur l'intérêt et la stratégie IA qu'on peut mettre en place dans une organisation comme LBPM. J'ai oublié de regarder, je voulais avoir les encours globaux de LBPM. Vous avez le chiffre en tête, voilà, pour donner la perspective et l'ordre de grandeur. Non mais voilà, dans un groupe qui gère 70 milliards d'euros d'encours, c'est quoi une stratégie? Il faut nous rappeler peut-être un peu l'importance des données aussi dans ce métier, peut-être, parce que qui dit données dit besoin de raffiner, de comprendre ces données et de les traiter, Patrick. Oui, tout à fait. Nous, on est, alors, bon, comme tu le sais, on a une méthodologie, on va dire, de gestion des données ISR. Donc, on est très axé ISR. On a notre propre moteur de scoring qu'on exploite et on exporte sur des plateformes digitales. Et donc, on a construit effectivement tout un entrepôt de données ISR. On sait effectivement bien les traiter. C'est des données qui sont compliquées on va dire, à manipuler de par leur exhaustivité, leur hétérogénéité, etc. Et donc, ça nécessite pas mal de technologies. Et c'est quoi le volume de données? Il y a une mesure qui permet de se rendre compte du volume de données qui passe par ces outils-là. Pour traiter ISR, alors, nous, on a la chance d'avoir une plateforme Big Data qui gère toute notre ISR. Donc, elle a été primée plusieurs fois. On a reçu hier encore le prix de l'MTechD sur l'innovation. Félicitations ESG. aux équipes. Merci beaucoup. Je suis pas peu fier. Ah ouais. Et non, on traite en gros c'est 70 000 compagnies donc sur lesquelles on récupère des données ISR et à peu près 5 000 points de données et 25 sources de données différentes. Et maintenant, on a nos propres, on va dire, on crée nous-mêmes de la donnée aussi avec notre analyse ISR. C'est 5 000 points de données pour 70 000 entreprises avec 25 types de sources. Assez important. On laissera faire le calcul. C'est pas mal. Mais ça fait beaucoup. Comment on bâtit une stratégie IA quand on a effectivement ce volume de données à traiter? Autour des enjeux ISR, bien sûr. Exactement. Mais le sujet, c'est le volume de données et la stratégie liée à l'usage de l'intelligence artificielle. Quels sont les axes que vous avez définis là, Patrick? J'aime bien citer Philippe Sedbon qui a dit récemment les sociétés de gestion seront digitales ou ne seront pas. Ouais. Donc, président de l'AFG, c'est ça, entre autres. Et ça a été repris, repris par le BCG récemment aussi, et plus particulièrement sur l'IA et l'IA générative. Donc ça, on sait que voilà, il y a une stratégie à bâtir, il y a des choses à mettre en place. Alors, je dirais que pour bâtir sa stratégie, nous, on estime, il y a 3 grands sujets qu'il faut aborder. Il y en a d'autres, mais nous, c'est les principaux. Déjà, tu parlais des données. On parle aussi de la sécurité des données, parce que c'est notre patrimoine. Et la sécurité des données, c'est quoi? Déjà, c'est un nouveau canal, l'IA générative, c'est un nouveau canal de fuite de données. On en a déjà beaucoup avec le mail. C'est un risque. Avant tout, vous dites c'est un risque, en fait. C'est vrai qu'il y a plusieurs... Il faut se protéger, quoi. Alors, il y a beaucoup de sociétés qui ont coupé le ChatGPT gratuit pour leurs collaborateurs. Nous aussi, c'est vrai que c'est quelque chose, on ne peut pas laisser des documents importants, classifiés, on va dire, sensibles, partir sur une IA générative qui a à prendre avec. Donc nous, on a défini pour cette partie fuite de données, parce que j'ai un exemple tout bête qu'on m'a reporté, une société cotée qui doit, on va dire, publier ses résultats semi-annuels. Le traducteur attrape le Covid. Comment on fait pour traduire en moins de 2 jours le rapport annuel? On s'est dit, ChatGPT, c'est pas mal. Et effectivement, c'est pas mal, parce que le rapport annuel n'a jamais été aussi bien traduit. Oui, puis en moins de 2 jours, j'imagine. En moins de 2 jours. Oui. Sauf qu'il y a quand même quelqu'un qui s'est dit, tiens, est-ce qu'en mettant notre rapport annuel sur ChatGPT, ça ne lui a pas permis d'apprendre des choses? Et là, ils ont regardé et tous les résultats étaient en ligne. D'accord. Donc, comment faire? Là, ils ont appris à faire ce qu'on appelle l'hallucination, c'est-à-dire à envoyer plusieurs versions du rapport annuel avec des données complètement farfelues pour que le moteur ne soit plus capable de donner la bonne réponse. Donc ça, c'est les choses qui arrivent. Et pareil sur les IA plus sécurisées comme une IA Copilot de Microsoft, que de nombreuses compagnies ont adopté, qui est le compagnon, on va dire, qui est fourni avec Office, le compagnon IA.
Même là, c'est-à-dire que les documents, tout ce qui est donné, maintenant, l'IA, elle sait tout ce que le collaborateur a accès dans le système d'information. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas sûr de le connaître, tout ça, tous les documents auxquels j'ai accès. Et donc, il y a des cas d'usage, par exemple, des sociétés où les personnes ont regardé, est-ce que je peux accéder au salaire du président ? Est-ce que je peux accéder, par exemple, à des données liées à des mots de passe ? Et l'IA générative va chercher sur tous les documents auxquels le collaborateur a accès, que lui-même ne sait pas. Et trouve des mots de passe sur des serveurs, des choses comme ça. Bon, donc, premier pilier d'une stratégie 1, c'est la sécurité. Qu'on avance un peu, Patrick, parce que exactement. Sinon, parce qu'il y a tellement de... Oui, je vois bien, mais moi je vois l'heure. Mais pour qu'on ait le temps d'aller au bout de cette stratégie. Après, je dirais que le deuxième, c'est le LLM. Donc, on a beaucoup parlé... donc, modèle de langage large, c'est ça. Les larges langages modèles, qu'on a beaucoup, on va dire, cité l'année dernière. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a fait pas mal de prototypage et on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'IAGEN. C'est plutôt comment finalement on va réussir à connecter plusieurs moteurs finalement un peu à la demande en fonction des cas d'usage. Parce que des fois, il y en a un qui est devant l'autre, il y en a un qui consomme plus de données ou plus de, on va dire, de capacité GPU. Et donc, on va plutôt avoir besoin d'une plateforme qui va finalement intermédier entre l'infra, la sécurité, les LLM, le RAG, le corpus documentaire et le sécuriser, ce corpus documentaire qu'on va mettre, on va dire, à disposition du LLM. Donc, c'est des choses qu'on va plutôt travailler, c'est la plateforme IA. La plateforme qui va c'est quelque chose d'assez flexible qui permet un peu du sur-mesure comme ça, si j'essaye de comprendre, Patrick. C'est des plateformes qui vont connecter finalement tous les composants et qui vont fournir finalement une plateforme qui est facile d'usage, où le ticket d'entrée sera beaucoup plus simple. On n'aura pas besoin de mettre en place un moteur, une base de données vectorielle. Alors ça, c'est pour... vectoriel, c'est pour transformer le texte en chiffres, et c'est plus facile pour un process d'aller comparer des chiffres entre eux pour voir les similitudes. Donc ça, c'est la base un petit peu de ce qu'on va donner en apprentissage et le corpus documentaire qui va servir au LLM. Donc ça, c'est vraiment le deuxième aspect, c'est la plateforme IA, c'est comment je simplifie et j'accélère finalement mes projets. Et le troisième point, c'est l'infra. C'est un peu connecté au deuxième. C'est-à-dire que l'infra, c'est les fameux GPU. Oui, les processeurs. Moi, je connais NVIDIA depuis très longtemps. Oui. Pour ceux qui font du jeu vidéo, par exemple. J'allais dire quand même. C'est vrai que quand j'ai entendu que tout le monde découvrait NVIDIA, je me dis, attends, il y a quand même toute une communauté de gens qui ont vécu avec NVIDIA à travers les jeux. C'était quand même aussi NVIDIA, c'était sur les PC comme Intel, quoi. Enfin, je veux dire, bon, bref. On est d'accord. Et donc, mais maintenant, c'est les GPU. Voilà, c'est les GPU. Donc, l'accès aux GPU, tout le monde ne peut pas se payer des GPU. Non. Parce que derrière, plusieurs dizaines de milliers de dollars, c'est ça. Exactement. Il faut les renouveler, etc. Donc, c'est un vrai investissement. Donc, là, maintenant, le modèle, c'est plutôt un modèle locatif. Il faut trouver des GPU. Et là, c'est pareil, ces plateformes-là vont permettre d'accéder on-demand, finalement, de ne payer qu'à l'usage. Et ça, c'est les 3 points qu'il faut surveiller pour aussi contenir ses coûts. C'est quoi les cas d'usage que vous pouvez déjà développer là concrètement chez LBPM, partant de ce socle que vous avez décrit, Patrick? J'allais dire, pour définir ce socle-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un prototype sur les appels d'offres, sur la réponse à appels d'offres. Et ça, c'est finalement un sujet qui est hyper intéressant, parce que on en a tout le temps, ça prend des heures, les gens finissent à minuit. Oui, c'est un peu rébarbatif, j'imagine, oui. Et donc là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va finalement emmagasiner tous nos appels d'offres passés dans notre base de données, les vectoriser pour les transformer en chiffres, pour que la machine sache. Et ensuite, dès qu'un nouvel appel d'offres arrive, on récupère les questions, ça c'est facile. Dans les présents appels d'offres, on a bien découpé le document pour isoler les réponses et les questions. Et là, on n'a plus qu'à finalement comparer les vecteurs entre eux, c'est-à-dire les questions avec les questions. On récupère les questions les plus proches. On les propose à l'utilisateur qui va nous dire tiens, celles-là, effectivement, sont pertinentes pour avoir ce nouvel appel d'offres. Et là, je sais que c'est ces réponses-là qu'il faut que je mette dans mon LLM pour qu'il puisse faire la réponse la plus pertinente possible. Et ensuite, j'ai plus qu'à appeler mon moteur. Il va me générer une réponse complètement nouvelle. Et on peut le faire en toutes les langues. Et dans toutes les langues, exactement. Donc ça, c'est super. On l'a prototypé. Notre, on va dire, responsable appel d'offres l'utilise. Et donc, ça nous a permis, finalement,
de définir un peu cette architecture technique qu'il faut. Un autre exemple rapide. Alors un autre exemple, après, on a par exemple des chatbots qu'on pourrait mettre en place dans l'entreprise. Donc il suffit de mettre tous les documents de l'entreprise à un endroit et ensuite le collaborateur, pour des problématiques RH, juridiques, compliance, etc., peut poser toutes les questions qu'il veut et ça soulage les équipes, on va dire, de tous ces mails qu'ils reçoivent tous les jours en fait. Est-ce qu'on en a déjà pour son argent ? Quand on pilote des projets comme ça, est-ce que ça reste du test avec des équipes un peu pionnières, avant-gardistes sur ces sujets-là, ou est-ce qu'on est déjà au moment où ça vaut le coup de déployer au maximum et au plus grand nombre ces outils ? On sait... Dans un groupe comme LBPM. Oui, tout à fait. On sait qu'il y a un ROI, c'est sûr, parce que il est difficile à mesurer, ce ROI. Mais on pressent qu'il y a un retour sur investissement intéressant quand même. On sait D'accord. Donc là, les études, on va dire, parlent... Enfin, là, j'ai lu une dernière étude, je ne sais plus si c'est du BCG ou de Deloitte, mais c'est autour de 10-20%. Et il y en a d'autres, c'est plutôt 10-45%. Donc ça dépend la vraiment... dispersion, oui, c'est ça. L'évaluation est assez large. Et je dirais quoi, la clé là-dedans, c'est vraiment... Parce que c'est le collaborateur, c'est pas l'IA qui va travailler, c'est le collaborateur qui va être assisté par une IA. Donc on parle de collaborateurs augmentés quelque part. Ouais. Et moi je fais le parallèle. Il faut qu'il soit d'accord pour ça. Il faut qu'il soit d'accord. Moi je fais le parallèle avec la robotisation il y a quelques années, la RPA. La RPA, tout de suite on voit que c'est intéressant. Mais on voit qu'il y a un problème d'adhésion. Il y a un problème, l'utilisateur il est un peu sceptique par rapport à ces nouveautés qui empiètent un petit peu sur leur travail, leur manière de travailler. Et donc, c'est vrai qu'il y a une acculturation à prévoir. Je pense que ça, c'est vraiment la clé. Acculturation, détecter un petit peu les champions, les ambassadeurs de demain, donc ceux qui vont venir toquer à la porte avec des cas d'usage. Et là, il faut prévoir un dispositif pour les aider. C'est-à-dire une sorte de support IA. Nous, on appelle ça un peu comme le Genius Bar de l'IA. Comme les Apple Store avec les Genius Bar, là c'est un peu pareil. Okay. Le collaborateur va arriver avec ses use cases et va se faire supporter par une équipe qui va lui expliquer ça normalement. Tout à fait. Exactement. Merci beaucoup Patrick, merci d'être venu nous voir pour évoquer cette stratégie. C'est dans le monde de la gestion d'actifs parce qu'on est dans Smart Bourse, mais vous voyez bien que tout ça est applicable et réplicable à différentes industries. Exactement. Patrick Pensier, responsable data digital innovation de LBPM, était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Merci beaucoup.